On pense que l'IA, c'est ChatGPT ou Midjourney, quelque chose qui génère du texte ou des images, ou que l'IA, ça va être quelque chose dans le futur qui pourrait être très dangereux et détruire l'humanité. L'IA, en fait, existe déjà et vous vivez avec elle tous les jours. Par exemple, avec votre téléphone, vous pouvez utiliser Face ID. Sur Waze, quel est le meilleur chemin pour aller au travail? Et par les algorithmes que vous avez dans vos fils d'actualité. L'IA est déjà présente dans votre vie de tous les jours, en fait. Quand on parle de IA, on pense vraiment à une intelligence artificielle qui pourrait prendre des décisions. Pour essayer de reprendre les choses de manière très basique, l'IA n'a pas de conscience, l'IA n'est pas une intelligence. L'IA est simplement une programmation qui utilise des réseaux de neurones artificiels, par exemple, ou du deep learning, qui sont des techniques avancées de travailler l'information. Tout cela sont des résultats un peu plus élaborés de comment on peut programmer quelque chose et avoir des résultats dans une direction un petit peu plus créative que les programmes d'ordinateur classiques, on va dire. Beaucoup de gens parfois se posent la question de mon Dieu, est-ce qu'une IA a une conscience? Mais c'est parce qu'ils ont cette illusion. Par exemple, quand ils parlent avec ChatGPT ou un avatar, un chatbot virtuel, certaines personnes pensaient que leur ami était sentiente ou avait vraiment des sentiments. Mais ce sont juste des programmes qui sont des perroquets stochastiques, ce que j'appelle. Ça veut dire, en fait, ce sont quand vous lui mettez une phrase, il va calculer par rapport aux mots que vous avez mis, quelle est la meilleure réponse, quelle est la réponse la plus probable qui peut s'appliquer à votre question. Donc, ce sont vraiment des programmes très avancés. Et c'est important de mettre à plat ce que c'est pour pouvoir l'exposer, pour mieux la comprendre. Faut-il un moratoire? Pas la pénaliser, mais créer une structure, des réglementations, afin d'éviter justement ces dérives. Vous avez eu des faux appels, des robocalls, on appelait ça, de militants qui se faisaient passer pour Joe Biden pendant l'élection américaine, et ce sont actuellement des problèmes qui sont en train d'arriver. Mais comme toute nouvelle technologie, vous n'avez pas toujours la législation qui est derrière. Souvent, la législation est derrière toute nouvelle technologie. Donc, vous êtes obligé de rattraper ça. Et il y a eu ces affaires de deepfakes avec Taylor Swift, par exemple. Et maintenant, il y a plusieurs États qui sont en train de légiférer pour empêcher les images non consensuelles de nudité de célébrités, par exemple, ou de d'autres personnes, parce que c'est déjà arrivé sur des filles avec des garçons de leur classe qui ont créé des images d'elles nues et qui ont essayé de les faire chanter. Ça arrivait en Espagne, ça, par exemple. Donc, il n'y a pas de législation encore en Europe par rapport à ça. Face à une nouvelle technologie qui a l'air de manquer, on va dire, de prise de conscience, de morale, cette technologie n'impacte pas sur la santé mentale de ses utilisateurs? Eh bien oui, l'intelligence artificielle, même si on la veut neutre, même si elle n'est pas utilisée à un but politique, par exemple, peut avoir des impacts sur la population. Les algorithmes Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat sont tous conçus pour capter votre attention et vous garder sur la plateforme le plus longtemps possible. Et ils ont même engagé des ingénieurs d'attention qui travaillaient avec des casinos pour pouvoir trouver comment est-ce qu'on peut rendre une application aussi addictive qu'une machine à sous, vous voyez. Et par exemple, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les notifications, que vous avez le petit ping, la petite vibration ou le petit point rouge, c'est une manière de hacker votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau, si vous travaillez sur quelque chose, vous portez votre attention sur ça, mais dès que vous allez avoir ces petites notifications-là, ça va à chaque fois casser votre concentration et vous êtes obligé d'aller voir, ou du moins ça devient de plus en plus difficile. Vous pouvez aussi pousser les gens à faire défiler à l'infini les posts qui arrivent, et ils se demandent même plus pourquoi ils les regardent, mais ils le font juste parce que ils ont envie de voir quelque chose de nouveau. Et ça, c'est aussi une autre faiblesse de notre cerveau. Notre cerveau aime chercher, en fait, les circuits de notre cerveau ont plus presque de plaisir à chercher quelque chose que de profiter de quelque chose une fois qu'ils l'ont. Et on a exploité cet aspect-là en poussant des contenus, une infinité de contenus, de manière à ce que vous avez toujours quelque chose à voir et vous voulez toujours aller sur les réseaux sociaux après. La conséquence de ça, vous avez une perte d'attention, vous avez des gens qui deviennent nerveux, irritables, vous avez des gens aussi qui sont polarisés, parce qu'ils vont voir du contenu, par exemple, qui est uniquement dans le point de vue auquel ils croient. Mais par exemple, si vous êtes sur Twitter et que vous vous intéressez au Covid ou au vaccin, on va vous montrer du contenu comme ceci, mais on peut aussi vous montrer parfois du contenu fake, mais que l'algorithme pense « Ah, vous aimez les choses complotistes, entre guillemets », donc on va vous montrer d'autres sujets, et parfois on va vous montrer des sujets qui sont complètement loufoques, avec des théories complètement bizarres, comme je disais à mon intervention sur la Terre plate. Et il y a des gens qui y croient.
YouTube a poussé des millions et des millions de vidéos de terre plate, juste parce que l'algorithme montrait qu'il y avait plein d'engagement. Y a-t-il des moyens pour éviter que notre cerveau soit hacké sans que ce soit peinant dans notre quotidien? Oui, pour moi, pour essayer de réduire l'influence et le hack de nos cerveaux par les réseaux sociaux, bien sûr, vous pouvez essayer de vous déconnecter. Mais le problème de ça, c'est que si tous vos amis sont sur Snapchat, sont sur Twitter, vous allez vous isoler, en fait, de la société. Donc, quelque part, vous pouvez pas vraiment vous permettre de vous déconnecter complètement. Vous pouvez d'abord être au courant que les algorithmes peuvent pousser des contenus qui peuvent être des fake news, qui peuvent être faux ou qui peuvent être vrais, mais la seule manière de pouvoir faire le tri dans tout ça, c'est d'exercer un minimum d'esprit critique et éventuellement de vous plonger dans les études scientifiques pour avoir peut-être un peu plus de bagages pour ça. Et ça demande un effort intellectuel et parfois les gens n'ont pas le temps simplement pour faire ça. Ils ont une vie, ils travaillent, ils ont les enfants, le soir on regarde Netflix et puis on va pas forcément aller lire le rapport de la FDA de 75 pages quand il y a le premier vaccin qui est sorti. Et ça n'a pas l'air d'être un danger comme ça. Parce que vous prenez votre téléphone et vous likez, vous scrollez, vous n'avez pas l'impression que c'est dangereux. Mais là, je viens de parler juste avec 2 personnes qui me disaient que leur enfant était complètement en addiction dans les réseaux sociaux, qu'ils n'arrivaient pas à le détacher et qui me demandaient est-ce que j'ai des pistes par rapport à ça. Et c'est vraiment difficile, en fait. La première étape, alors, c'est d'être au courant que ça peut avoir cet effet-là. Comment pouvons-nous impliquer justement une jeunesse sur ces sujets de société, de santé et de transformation justement de notre politique? Ouais, c'est une question difficile parce que le Covid était une période difficile et personne n'a envie de s'en rappeler. Mais les jeunes, les générations Z et milléniales ont été d'autant plus touchés parce que non seulement on a été confinés, mais eux devaient faire l'école à domicile. Et j'ai vu beaucoup d'écoles qui ont été développées après le Covid, qui proposent des cours à distance et on trouve que c'est super, mais beaucoup de ces cours-là sont faits sous surveillance où vous devez rester sous une webcam quand vous passez un test, par exemple. Et je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes sur le fait que vous êtes en train d'entrer dans une société de surveillance où on vous habitue à être filmé en permanence, surveillé par un professeur, de manière à vous habituer à vivre dans une société de surveillance. Et vous serez entièrement entouré de caméras de surveillance, reconnaissance faciale, c'est un sujet avec les Jeux Olympiques. C'est pas anodin, je pense que la société nous emmène vers cette obligation de transparence complète. C'est important de prendre conscience de ça. C'est un idéal, vous n'aurez plus rien à nous cacher. Ouais. Et vous serez heureux. Pensez-vous vraiment qu'en n'ayant plus de secrets, on peut atteindre ce bonheur? Je pense que c'est ce qu'on essaye de nous convaincre. On essaye de nous influencer pour accepter ces outils de plus en plus intrusifs. Quand vous avez Gmail qui lit vos emails et qui l'ont avoué après pour pouvoir mieux vous cibler par des publicités. Quand vous avez une télévision connectée qui écoute vos conversations, votre téléphone en fait qui a un micro et des applications peuvent parfois dépasser leur autorisation et vous écouter pour des publicités ciblées. Le fait de nous suggérer sur Netflix le film à regarder que tout le monde regarde, de suggérer ce qu'il faut acheter comme cadeau sur Amazon, des influenceurs qui vous montrent le bon produit à la mode. À la fin, nous sommes en train d'être formatés à aimer tous la même chose, aimer les mêmes films, aimer la même musique. À une époque où, peut-être il y a 20, 30 ans, il y avait énormément de styles, de genres différents, j'ai l'impression que tout devient uniforme et on est en train de devenir l'individu lambda formé par l'intelligence artificielle, à penser la même chose, à aimer la même chose. On est en train de nous amener à cette société de transparence totale. Je pense pas qu'on va être plus heureux avec ça, mais je vois qu'on est influencé fortement pour l'accepter. Pour l'avenir, ce que j'aimerais, c'est que les gens arrivent à réaliser qu'ils sont dans un enclos sur Internet, dans les réseaux sociaux, qu'on a limité Internet à un spectre beaucoup plus petit qu'à ce qu'Internet était à ses débuts. Internet, au début, c'était un peu le Far West, il y avait un peu tout, il y avait des sites et des forums un peu bizarres, mais on était anonyme et il y avait une liberté de parole. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Internet est devenu énorme, mais concentré sur ces grandes plateformes, sur Twitter, sur Facebook, sur Snapchat et Instagram, et les gens se parlent presque plus en vraie vie, mais en plus se parle de moins en moins sur d'autres forums. On a tué les forums de discussion ailleurs. Et ce sont pour moi ces plateformes des enclos où on va vous censurer si vous postez quelque chose qui ne va pas, ou si vous dites quelque chose que vos amis de votre classe réprouvent, vous allez être ostracisé par exemple. Donc les gens ont de plus en plus peur à s'exprimer et j'ai l'impression que sur Internet d'il y a plus de 20 ans, on était beaucoup plus libre que ça. Donc j'aimerais peut-être revenir à l'Internet des débuts.